OK. Donc, si vous le permettez, on va débuter. On va essayer de respecter notre horaire pour les gens qui sont en web. On a plusieurs participants qui sont à l'extérieur qui suivent le forum à partir de chez eux. Quelques consignes. Donc, avant de commencer, je me présente. Roland Charneux, donc ingénieur chez Pajot-Morel, une firme en électromécanique, économie d'énergie, etc. Donc, je vais être aujourd'hui votre maître de cérémonie. Je vais être le bourreau qui va arrêter les conférenciers qui sont trop volubiles. Donc, on va essayer de respecter le temps. Ne soyez pas fâchés si je me lève, que je viens vous pousser un peu de l'estrade. Quelques consignes dont les issues de secours sont bien indiquées. Les toilettes sont, vous devez sortir et aller de l'autre côté près des ascenseurs pour les toilettes. Il est permis d'apporter de la boisson, de la nourriture dans la salle. Donc, vous le faites déjà, ça va très bien. À l'arrière de votre cocarde, vous avez les données d'accès au Wi-Fi qui sont aussi à l'écran. Puis il y a aussi un coupon pour une consommation durant le cocktail un peu plus tard. On demande aux présentateurs, conférenciers, panélistes et participants de toujours utiliser un micro pour les personnes qui sont à l'extérieur, donc pour qu'ils saisissent bien les questions qui sont posées, d'utiliser un micro. Les gens qui sont en web, on leur demande d'utiliser le chat pour poser leurs questions. Donc, on va suivre les questions qui sont posées sur le chat pour pouvoir les transmettre aux conférenciers. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On le connaît. On va commencer avec M. Carlo Carbone, qui est architecte, professeur, directeur du bac en sciences appliquées et en design de l'environnement à l'UQAM. Donc, Carlo va nous faire une entrée en matière pour nous mettre tous un peu à niveau sur la préfabrication. Donc, Carlo, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien, même en arrière, ça va? Donc oui, merci Roland et merci Ivanka pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai eu le mandat de vous faire une introduction, une sorte de mise en contexte. Premièrement, si on parle de la question, est-ce que la préfabrication est une solution au manque de la main-d'œuvre, au manque de main-d'œuvre? Je pense que cette question-là, on n'est pas les premiers à se la poser et c'est une question qui revient souvent dans l'histoire de l'architecture, de la construction et de la préfabrication également. Et aujourd'hui, j'ai intitulé la présentation « Rêve et réalité de la personnalisation de masse ». Parce que s'il y a un enjeu particulier pour moi au niveau de la préfabrication et le potentiel que la préfabrication soit davantage utilisée dans les projets, il y a cette question de la personnalisation. La personnalisation au niveau de la conception architecturale, donc d'avoir des systèmes qui sont flexibles, mais également cette idée de la personnalisation durant la construction. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont plus flexibles que d'autres à la mise en œuvre au niveau des chantiers? Donc, ce que je vous propose, c'est une présentation donc, qui s'appelle « Rêve et réalité de la personnalisation de masse ». Et on parle de préfabrication, mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de construction hors site. Donc, cette idée que la manufacture des éléments est faite à l'extérieur des sites de construction, en usine. Ça implique un travail en amont beaucoup plus important et je pense qu'un des thèmes qu'on va voir aujourd'hui, c'est cette idée que la préfabrication demande beaucoup plus de collaboration entre les intervenants. Ce n'est pas dans notre culture, dans nos mœurs au niveau de la construction. Cette idée de la collaboration a longtemps été un des enjeux principaux et je pense que ça reste un des enjeux principaux. Si on pense au mode de réalisation plus collaboratif, si on pense aux méthodes d'octroyer les contrats, c'est des enjeux qui ne sont pas pour le moment intégrés dans nos mœurs, cette idée de la collaboration. On voit même par l'utilisation des différents termes pour référer à la préfabrication que c'est aussi un champ d'intervention qui a changé à travers le temps, qui a changé pas uniquement
au niveau des systèmes, mais aussi au niveau du vocabulaire qui est utilisé pour parler de préfabrication, parce qu'il y a énormément de préjugés. Donc, à chaque fois qu'on tentait d'éliminer des préjugés, on a tenté de renverser la vapeur en changeant le vocabulaire. C'est aussi un des thèmes qu'on va essayer de comprendre ensemble. Une recherche, ce n'est pas important de lire spécifiquement l'information qui est sur la frise chronologique, mais ça adresse une sorte de portrait de plusieurs, peut-être 150 à 200 années d'histoire, au-dessus de 1000 projets dans 50 pays, et qui, dans la frise chronologique, on voit apparaître donc que déjà en 1830, on parlait d'une certaine préfabrication. On peut aller même avant ça. Au Japon, la question de la modularité et la préfabrication existe depuis le 15e siècle. On devait remplacer des pièces à chaque fois qu'il y avait des tremblements de terre, donc on s'assurait d'avoir des morceaux de dimension égale pour pouvoir remplacer les composants. Donc, on peut retrouver la préfabrication dans l'histoire de l'architecture. Même avant ça, les Romains utilisaient des principes de préfabrication pour optimiser la construction. Par contre, je me suis concentré sur la période qu'on appelle la période de l'industrialisation et les 4 phases d'industrialisation. Et sur la ligne de temps, ce que vous voyez, c'est la première lettre, finalement, de chacun des projets qu'on a relevés dans notre inventaire. Et vous pouvez commencer à voir des pics qui apparaissent, des pics de production, de projets, et qui sont associés parfois à des moments de crise. Donc, si on voit les premières guerres, deuxième guerre, la période d'après-guerre, crise de pétrole des années 60, fin des années 60, et une autre crise qu'on vit actuellement, crise environnementale, où il y a une autre masse de production. Donc, ce n'est pas une nouvelle idée, c'est une idée qui revient de temps en temps dans l'histoire de la préfabrication. Comme je mentionnais, il y a aussi un changement de vocabulaire. Donc, on commence avec la préfabrication au début des années 1900, liée à cette idée qu'on pouvait préfabriquer en usine des composantes. Un des projets le plus iconique de ça, pour ceux qui ont étudié un peu l'architecture, c'est le Crystal Palace. Donc, c'est un projet d'exposition universelle à Londres où tous les composantes ont été manufacturées en usine et transportées sur le site pour être recomposées. Donc, on commence avec la préfabrication. En 1930, c'est un moment assez important avec Farrell Bemis. C'est peut-être un des moments où on commence à parler de plateforme en architecture. Aujourd'hui, on parle de plateforme quand on parle de véhicules, donc certaines autos qui partagent les mêmes plateformes. En 1930, ce dénommé Bemis commençait à essayer de comprendre comment cette méthode de plateforme pouvait être appliquée éventuellement aussi aux édifices. Dans les années 50, on commence à parler d'industrialiser la construction, de faire en sorte qu'on adopte des méthodes manufacturières pour appliquer les mêmes principes de la production de masse à l'architecture et à la construction. Dans les années fin 60, on commence à parler d'off-site construction, donc de construction hors-site, cette idée qu'on voulait référer plutôt à une méthode de production plutôt qu'à une façon spécifique de créer l'architecture. Les années 2000, avec le livre de Refabricating Architecture de Kieran et Timberlake, on commence vraiment à mettre un emphase sur la construction modulaire. Donc, cette idée que la modularité était une manière aussi d'arriver à une certaine flexibilité. Et aujourd'hui, peut-être le terme qui est le buzzword actuel de la préfabrication, c'est la plateforme DFMA, donc Design for Manufacturing and Assembly. Cette idée qu'on applique des méthodes de collaboration industrielle à l'architecture. Aussi, dans cette idée que la préfabrication, c'est la plus vieille nouvelle idée en architecture, c'est aussi la manière dont l'industrie suit les différents modes de fabrication industrielle. Donc, Henry Ford, avec la production de masse sur la ligne d'assemblage, a été un des acteurs qui a défini finalement une méthode de production linéaire qui a été très rapidement appliquée aussi en architecture pour des bâtiments, qui sont restés marginales, mais même Henry Ford et même GM, à un moment donné, avaient des usines pour produire des maisons. Après la guerre, il y a l'influence des technologies militaires. Donc, le gouvernement, surtout le gouvernement américain, mais aussi les gouvernements français et les gouvernements anglais, les gouvernements allemands, voulaient maintenir une capacité de production
au cas qu'il y ait une nouvelle guerre qui s'éclate. Donc, on commence à dire à ces industries, par exemple l'industrie de l'aluminium, l'industrie de la fabrication d'avions, est-ce que vous pouvez réorienter vers un usage civil pour maintenir une capacité de production? Si jamais il y a une autre guerre, mais vous allez avoir conservé cette capacité de production. Donc, ils ont appliqué ces méthodes manufacturières à la construction d'édifices. Peut-être le moment, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être on vit encore sous cette influence-là, c'est le système de production Toyota. Donc, système de production Toyota qui amène cette idée qu'on doit réduire le gaspillage à tous les niveaux. Donc, à chaque moment de la production industrielle, on doit tenter de réduire le gaspillage. Ce qui amène la production lean, et vous avez déjà entendu parler de la construction lean, cette idée qu'on réduit le gaspillage. Et on arrive aujourd'hui, peut-être au début des années 2000, on tente de s'orienter vers d'autres méthodes de production. On voit que la production d'édifices est assez complexe, plus complexe systémiquement que même la production d'une voiture. Donc, un des référents qui devient assez important, c'est la construction de grands navires. Donc, avec l'idée de chunks qui sont assemblés ou préassemblés pour éventuellement arriver sur un site et être assemblés ensemble. Donc, la préfabrication suit cette idée des différentes méthodes manufacturières. Une autre idée qui est développée dans cette frise chronologique, c'est qu'on passe de la production de masse à une production qu'on pourrait appeler une production plus personnalisée aujourd'hui. Les méthodes de fabrication numérique, on peut penser pas juste à l'impression 3D, mais à la robotisation, c'est des méthodes qui permettent une plus grande personnalisation. Donc, on arrive à faire des composantes très personnalisées. On va voir quelques exemples un peu plus tard. Et donc, on passe d'une industrie qui est basée essentiellement sur la production de masse en série à une industrie qui vise plus une production qui est un peu plus flexible, plus agile et qui vise une certaine personnalisation. Mais cette personnalisation demande quand même une certaine standardisation. C'est quoi les avantages? Si je vous demande rapidement dans cette pièce, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vois le temps filer, mais les différents avantages. Sauver du temps, économie de coût, qualité. Donc, je n'ai pas besoin d'être là. Vous savez déjà que c'est une bonne solution. Tout le monde sait déjà que c'est une bonne solution. En fait, cette idée de l'échéancier, c'est l'avantage qui est le plus cité. Réduction de coûts, ce n'est pas clair. Ça prend une masse de projets pour arriver à réduire les coûts, mais on sait qu'on peut aller plus vite parce qu'il y a un chevauchement de tâches. Hein? Donc, on construit sur place, mais en même temps, on peut manufacturer en usine. Donc, pendant qu'on fait les fondations, peut-être qu'il y a des modules, des panneaux, ainsi de suite, qui sont produits. Donc, on peut sauver du temps. C'est clair qu'on peut sauver du temps. Je pense que des avantages aussi liés à la réduction des déchets, réduction de gaspillage. Une empreinte écologique plus faible. Dans un des projets qu'on a étudiés, il y a une réduction de 30% de travailleurs qui voyagent vers le chantier. C'est quand même énorme au niveau de l'empreinte carbone. Donc, empreinte écologique plus faible, augmentation de la productivité. La construction, c'est le secteur industriel avec une stagnation de la productivité et donc l'industrie peut aider à augmenter cette productivité. Il y a aussi d'autres avantages qui peuvent être donnés au niveau de la santé et sécurité des travailleurs. Ils travaillent à l'intérieur. Un processus beaucoup plus transparent. On contrôle chacune des étapes. Donc, c'est un processus beaucoup plus transparent. Et donc, c'est une solution qui, par rapport à cette volonté d'améliorer la construction, qui est connue. Hein? Donc, j'ai demandé quelques exemples et on sait que c'est une meilleure solution. Donc, pourquoi on n'y arrive pas? Peut-être ça donne une partie de la réponse. C'est le mapping de l'industrie au Canada et aux États-Unis en 2019. La majorité des producteurs font des maisons unifamiliales d'une manière modulaire volumétrique sur catalogue. Donc, c'est un système de production qui est très bien rodé. Hein, on peut même penser à la maison mobile. Je sais qu'il ne faut jamais parler de la maison mobile, mais c'est quand même un secteur industriel
qui est très fortement industrialisé, avec une certaine méthode de production. Donc, si l'ensemble de l'industrie fonctionne sur un registre très lié à un système de production, c'est difficile d'adapter ce système de production à d'autres types de projets. Donc, c'est peut-être un des éléments qui fait en sorte que c'est une application qui reste encore marginale. Environ 1400 entreprises qu'on a relevées Québec, Canada et aux États-Unis avec d'autres partenaires de recherche. Donc, on voit 759 qui sont dans le volumétrique, donc modulaire volumétrique. De ces entreprises qui font du modulaire volumétrique, il y en a un certain nombre qui font aussi des panneaux en même temps pour constituer leur module. Donc, c'est une industrie dont peut-être on pourrait dire au-dessus de 90% fonctionnent sur le même système de production. Évidemment, avec des nuances au niveau de comment le panneau est fait, quel type d'isolation, quel type de pare-vapeur, mais c'est à peu près le même système de production qui est difficile à déployer vers d'autres stratégies. Ça prend une adaptabilité. Je pense qu'un des succès, le potentiel succès de notre industrie au Québec est justement cette agilité. On a des producteurs qui sont relativement petits, qui peuvent s'adapter à différentes solutions. Et donc, une des forces de notre industrie, c'est cette agilité. 3 grandes approches. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant ça, mais c'est pour essayer de mettre à niveau. Donc, on parle de boxes, panels and pieces. Donc, modulaire volumétrique, des systèmes à panneaux et des kits de construction. Donc, quand on parle de modulaire volumétrique, on parle de grandes boîtes qui sont constituées en usine, qui peuvent être des logements au complet, ça peut être des chunks de logements ou des parties de logements qui sont superposées, connectées, agencées avec une certaine variabilité. Et donc, ça permet d'aller extrêmement rapidement. Hein? Donc, le volume est constitué en usine. Merci. Le volume est constitué en usine pendant que les fondations se font sur place. On arrive avec les volumes, on les superpose et donc ça permet d'aller extrêmement rapidement. C'est peut-être le système de fabrication qui, au niveau de l'échéancier, permet de raccourcir le plus l'échéancier. Par contre, c'est un système qui est un peu moins flexible au niveau du chantier. Il faut comprendre que c'est toutes des décisions qui ont été prises en amont. Donc, on ne peut pas faire des modifications sur le chantier, c'est clair. Donc, il faut s'adapter à ce système de production. Quand on parle de système à panneaux, on parle de surfaces. Des surfaces qui peuvent être utilisées pour faire des murs, mais qui peuvent aussi être utilisées pour faire des planchers, faire des toitures. C'est de la construction à surface. Donc, c'est des surfaces planes qui sont livrées à plat sur le chantier et qui permettent de constituer le système structural, mais qui peuvent aussi être intégrés avec l'isolation, avec les revêtements, pour permettre de constituer des bâtiments complets au niveau de l'enveloppe. Ce qui est intéressant dans les systèmes à panneaux, c'est que c'est quelque chose qui est intégré par l'industrie. Aujourd'hui, quand on construit un bâtiment en bois, en ossature de bois, c'est rare qu'on va aller vraiment constituer la structure avec des 2x4. C'est quelque chose qui est déjà intégré par l'industrie. Par contre, l'intégration systémique reste très peu présente. Donc, les parois qui sont complètes avec des fenêtres, avec l'isolation, avec les pare-vapeurs, c'est quand même un peu marginal encore. L'exemple que je montre ici, je l'ai choisi parce qu'il y a aussi un des éléments que je trouve intéressant par rapport à cette entreprise, c'est que les panneaux sont assemblés avec un connecteur qui permet de clipper les panneaux ensemble et éventuellement de les déclipper. Donc, quand on parle de circularité dans l'industrie, du design for disassembly, ça peut être des solutions qui sont à regarder. Et les kits de construction, c'est des entreprises qui tentent de éventuellement mettre ensemble tous ces composantes, que ce soit des modules, des panneaux, des pièces, pour constituer l'ensemble des systèmes d'un édifice. Benson Wood Homes, c'est une entreprise du Vermont qui est peut-être une des entreprises qui est le plus avancée à ce niveau-là sur le continent américain, nord-américain.
Des solutions, je pense qu'on va voir aujourd'hui, un des conférenciers qui va traiter des salles mécaniques modulaires. Et je pense que ça, c'est une des belles solutions qui existent et qui devrait être même mise en valeur davantage. On sait que c'est la coordination qui cause le plus grand, quand on parle de entanglement, hein, dans les systèmes de construction, tout est mélangé, le manque de coordination. Cette idée de pouvoir coordonner tous les systèmes complexes d'un édifice en amont, le produire et transporter cette boîte qui contient tous les services sur le chantier fait beaucoup de sens. Ça, c'est l'exemple de Protocore. Protocore, c'est une entreprise californienne qui fait des modules de service sur 2 étages. Donc, on peut voir sur le dessin du brevet, on a la salle de bain et la cuisine au rez-de-chaussée, la salle de bain à l'étage, et cette boîte arrive sur place complètement pré-coordonnée et on vient juste glisser les éléments de finition à l'intérieur. Et c'est une boîte qui est complètement intégrée de tous les services, incluant, si souhaité, le numéro 36 qui est des panneaux solaires. Donc, c'est quelque chose qui est complètement intégré. Au niveau des axes de personnalisation, et donc ce défi de personnaliser, je veux revenir un peu à cette question de personnaliser la conception, mais aussi personnaliser éventuellement la production. Donc, quelques stratégies au niveau de la personnalisation de la conception qui existent. Il y a le catalogue, donc ça, j'apprends rien à personne. Donc, cette idée, cette entreprise que probablement tous connaissent, Stelco, dans les années 70, ont développé un catalogue de pièces préfabriquées qui pouvaient éventuellement être coordonnées pour générer des petits bâtiments. Donc, on pouvait choisir panneaux de plancher, portes, fenêtres et constituer tout un système de construction à partir de leur catalogue. La modularité est un thème qui revient souvent, cette idée qu'on travaille avec une trame, une manière de standardiser la production et aussi d'appliquer une certaine flexibilité, c'est de travailler avec une trame modulaire. Quand je parlais des systèmes japonais du 15e siècle, mais c'est essentiellement ça. On travaille avec des longueurs standardisées qui reviennent de projet en projet. Ça ne veut pas dire que le projet se ressemble nécessairement. Ça veut dire juste qu'on utilise les mêmes systèmes de production, les mêmes principes, les mêmes détails pour s'améliorer de projet en projet. Dans la construction, ce principe de s'améliorer de projet en projet n'est pas beaucoup appliqué. On change d'équipe, on change d'entrepreneur général, on change d'architecte. À chaque projet, on vit une situation un peu différente. Et donc, un des principes de base de cette capacité d'arriver à une plus grande productivité, c'est de pouvoir appliquer les mêmes systèmes de projet en projet pour s'améliorer et arriver à une certaine rationalisation. Un des axes qui est actuellement assez intéressant, je trouve, c'est cet axe de configuration ou de conception générative, et ce projet de Gensler Institute pour l'industrie modulaire est assez avancé à ce niveau-là par une étude du domaine hôtelier plutôt. On a développé cette idée, est-ce qu'on peut pointer ici? Oui, on peut pointer. Donc, je vais pointer ici. À partir d'une étude de plusieurs projets d'hôtels, on a essayé de relever les similarités. Donc, on a relevé les similarités, on a développé un alphabet de projets potentiels. À partir de cet alphabet de projets potentiels, mais on peut arriver à un grand nombre de variations en termes de configuration de site avec les mêmes composantes. Donc, c'est une stratégie qui combine catalogue de pièces, modularité, avec le pouvoir des systèmes informatiques pour pouvoir concevoir une diversité de projets. Je vois le temps. Et donc, plateforme DFMA. Donc, c'est aussi cette idée de kit. Donc, cette idée a été développée dans les années 2017-2018 par une firme du Royaume-Uni, Brighton Wood, qui essaie aussi par une étude de bâtiments similaires, développer un kit de pièces qui peuvent être appliquées de projet en projet, tout en offrant une grande liberté de personnalisation. Je pense que
le point focal sur lequel il va falloir revenir pour éventuellement faire en sorte que la préfabrication puisse prendre une certaine échelle de production, c'est de pouvoir standardiser un certain nombre de choses tout en offrant une grande capacité de personnalisation. Au niveau de la production sur chantier, il y a aussi des axes de personnalisation. On voit apparaître des systèmes de construction qui mécanisent le chantier à l'aide de robots. Mais les trois thèmes qui sont peut-être les plus appliqués actuellement, surtout dans des projets complexes, c'est une photo à l'intérieur d'une usine qui avait été mise en place par Skanska pour un projet d'hôpital aux États-Unis, où on parle de near-site prefabrication. Donc, on sait qu'il y a un site, on développe ou on loue une usine très près du chantier à construire et on met en place une usine délocalisée. Et le projet se construit dans cette usine. Ici, on voit les salles de bain de cet hôpital qui sont construites dans cette usine et qui sont transportées à quelques kilomètres. Donc, cette idée qu'une usine est mise en place dans chaque projet. Skanska et Marty Corrado, qui était le chargé de projet pour ce projet, lui, son principe, c'était simple, il disait toujours « prefabricate everything ». Donc, on préfabrique tout. Et donc, au début des projets, il y a cette idée de trouver un espace dans lequel on peut produire, qui n'est pas très loin du chantier, et on met en place cette solution qui s'appelle la préfabrication près du chantier, qui n'est pas si différent de ce qu'on appelle la préfabrication multimétier. Donc, quelques entreprises qui proposent des racks préfaits de mécanique qui sont intégrés en usine pour être livrés et organiser éventuellement les systèmes mécaniques des projets et qui nous mène peut-être à une solution qui est cette solution d'une préfabrication spécifique au projet. Donc, on a ici un hôpital qui est le Miami Valley Hospital dans l'État de Ohio, où finalement, oui, il y a une répétition de ces chambres, hein, donc les chambres de patients, mais chacun de ces composantes a été fait spécifiquement en usine pour le projet. Donc, c'est une sorte de kit qui a été développé pour le projet et chacun des éléments a été prototypé, les éléments ont été organisés avec une équipe d'intervenants sur un mode de réalisation très collaboratif qui a permis d'arriver à cette préfabrication très spécifique. Peut-être trois termes qui me semblent peut-être bien pour clore cette première présentation, c'est rationalisation, standardisation et optimisation. Rationalisation, standardisation et optimisation sont parfois utilisés d'une manière interchangeable, mais je pense qu'il y a des nuances assez importantes. Rationaliser veut pour moi dire cette question de trouver des manières de trouver des similarités entre les projets. Est-ce qu'on peut trouver des similarités dans les projets qui peuvent être éventuellement déployés pour faciliter une certaine répétition? La standardisation, une fois qu'on a trouvé ces éléments de similarité, mais on peut commencer à standardiser. Et une fois qu'on a commencé à standardiser les méthodes de production, on peut déployer les bénéfices de l'usine. Sans cette standardisation, c'est très difficile d'appliquer les bénéfices de la construction en usine. Et finalement, optimisation, cette idée qu'on apprend et on réduit à chaque fois le gaspillage. Un peu la méthode Lean de Toyota. Donc, on commence par rationaliser, on arrive à standardiser et on finit par cette idée d'optimisation. On va avoir des belles présentations. J'ai vu le programme, ça va être vraiment intéressant. On va parler de BIM appliqué à la préfabrication, la question d'intégration systémique avec les modules mécaniques. Peut-être un terme sur lequel moi j'aimerais clore, c'est cette idée de l'environnement contrôlé. L'environnement contrôlé, pour moi, fait référence pas juste à l'idée qu'on construit à l'intérieur, mais on a un plus grand contrôle sur ce qu'on construit. Donc, on peut contrôler les chaînes d'approvisionnement, mieux gérer ses achats.
on peut contrôler l'environnement dans lequel on travaille au niveau qualitatif. Quand est-ce qu'on inspecte les éléments? Donc, pour moi, cette idée d'un environnement contrôlé fait référence beaucoup plus qu'on construit à l'intérieur, donc on évite d'être au grand froid, même si aujourd'hui, ce n'est pas la question des grands froids, mais on évite d'être à l'extérieur, mais c'est tout l'environnement de la construction qui est mieux contrôlé, qui peut amener à une plus grande transparence dans le processus, qui peut amener à des gains au niveau de productivité et qui peut aussi amener à des grands gains au niveau de la qualité. Donc, la qualité, pas juste de la construction, mais aussi de la conception. Donc, j'espère que ça sera des belles discussions. Et sur ce, je laisse la parole aux questions. On voulait dire qu'il y avait une étude de fait de 30 de moins d'impact carbone sur la préfabrication. Oui, mais en fait, nous, on a fait une analyse de 9 projets. Donc, éventuellement, cette étude, elle est publique. Elle a été financée par la SHQ. Donc, éventuellement, je pourrais vous fournir le lien vers cette étude. Ça, c'est l'ETS qui l'a fait. Non, mais en fait, c'était un projet qui était avec des partenaires. Il y avait moi, il y avait Ivanka et il y avait Mario Bourgo de Polytechnique. Oui, c'est sûr, c'est une information que moi, personnellement, j'aimerais avoir. OK. Je vais vous envoyer un courriel, il n'y a pas de problème. Oui, pour compléter, il y a eu une autre étude qui a été faite il y a une quinzaine d'années à Concordia. OK. Sur le même. OK. Ce qu'on fera, on va ramasser les liens, ces informations-là, puis on va les distribuer à tous les participants. Soit c'était plate ou c'était pas clair. Oui, bonjour. Traditionnellement, on a souvent associé la préfabrication au Québec à des constructions de moindre qualité ou bon marché, grand marché de masse de qualité moyenne, disons-le comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué à votre avis? Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? En fait, est-ce que les choses ont évolué? Je dirais oui, comme réponse simple. Comme réponse plus compliquée, comme dans la construction conventionnelle, je pense que ça dépend aussi beaucoup avec qui on fait affaire. Par contre, globalement, dans l'industrie, mais il y a eu des avancées assez importantes. La qualité suspecte auquel vous faites référence, c'était très lié à la période aussi des années 70, où il y a ces préjugés qui ont été mis en place à cause d'une préfabrication qui se faisait post-Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on avait cette idée que finalement, c'était des murs de tôle et donc c'était de la préfabrication très basique. Mais il ne faut pas oublier que c'était toujours dans une volonté de temporaire. Ces dispositifs devaient durer 20 ans, alors qu'on les a mis en place comme des dispositifs par la suite permanents. Et donc, après ça, on critique le fait que c'était une construction de mauvaise qualité, mais on ne regarde pas les critères de conception qui avaient été donnés aux concepteurs. Et donc, ça, c'est vraiment important de garder un point de vue très global, parce que ce n'est pas la préfabrication qui était de mauvaise qualité, c'est peut-être la commande qui était de mauvaise qualité. Et quand on a une bonne commande, mais on arrive à faire des bons projets. C'est la même chose aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé énormément, c'est que je vois une volonté chez les manufacturiers, aussi bien au Québec, au Canada, aux États-Unis, de faire la démonstration de cette capacité de construire de manière qualitative. L'enjeu, on l'a vu sur la cartographie,
c'est qu'on est dans des registres de production qui sont très semblables. Donc, il va falloir trouver des manières de trouver une certaine agilité. Et pour moi, le système à panneaux offre cette capacité d'arriver à une certaine agilité. Et même au niveau qualitatif, ça permet aussi de gérer des connexions qui sont problématiques. Celles qu'on peut gérer en usine, on les gère en usine, puis celles qu'on peut gérer au chantier, on gère au chantier. Donc, ça prend aussi des systèmes qui permettent une certaine flexibilité pour profiter des bienfaits de l'usine, mais aussi de profiter des bienfaits de pouvoir faire des choses au chantier et assurer une certaine étanchéité et qualité totale. J'ai une question, Carlo, en tant qu'architecte. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous exprimer comme concepteur avec la préfabrication? Écoute, moi, je me suis toujours exprimé. Je n'ai pas de difficulté, je pense, à développer une créativité à l'aide de contraintes. En fait, on forme souvent, parce que je suis architecte, mais au niveau pédagogie, on forme les architectes à jouer avec les contraintes. Et je pense, par contre, il y a un des analogies qui, moi, me dérange. C'est l'analogie au bloc Lego. Ça me dérange un peu parce que souvent, on va utiliser cette analogie-là pour dire, mais avec des blocs Lego, on peut faire toutes sortes d'affaires. Mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui veut que sa maison ressemble à un bloc Lego. Hein? Donc, il faut qu'on développe des systèmes où on puisse développer aussi une spécificité et pas juste une standardisation de masse, mais une spécificité également. Donc, et aujourd'hui, on le voit avec beaucoup de systèmes de production qui sont faits en préfabrication. On regarde les éléments, puis on ne sait même pas que c'est fait en préfabrication parce que ça ressemble en tout point à l'édifice qui a été construit d'une manière conventionnelle. C'est juste il faut élever le niveau de compréhension globalement. Et pour les architectes, de toute façon, on est dans cette pièce, puis j'aime bien dire, tu sais, la colonne de là à là, c'est probablement 25 pieds. L'architecte n'a jamais vraiment remis ça en question que dans une flat slab, mais c'est un maximum de 25 pieds. Quand on le fait, c'est parce qu'il y a des conditions vraiment difficiles, puis on se met, sinon, le plan, il est géré avec une trame. Donc, en préfabrication, on gère le plan avec une trame, c'est juste pas la même trame. Et il faut s'appliquer à jouer avec ces petites contraintes. J'ai travaillé pour des entreprises qui avaient des trames, puis je me suis amusé avec ces trames-là. Donc, il faut aussi être, peut-être c'est dans comment on joue créativement avec ces contraintes. Au Japon, il n'y a pas de maison qui se ressemblait, mais c'est tout le Ken qui était la module standard de ces maisons-là. Donc, je pense que c'est dans la créativité qu'on peut aller chercher cette flexibilité. Merci pour l'eau. Merci beaucoup, Carlo.